Bon dia a tots. Alors j'aurais aimé faire la communication en catalan, mais je ne connais pas assez bien cette langue pour me lancer dans cette expérience. Donc pour commencer, donc pour présenter ce titre, le renouveau des fortifications villageoises en Catalogne Nord et en Languedoc méditerranéen au bas Moyen-Âge, je commencerai par quelques généralités, et donc Frédéric Loppe, dans un second temps, présentera des exemples, 2 ou 3 exemples de villages situés dans le Languedoc oriental, dans le Gard rhodanien, des villages qui sont particulièrement bien documentés pour le XVe siècle. Alors cette présentation n'est qu'une première approche en réalité pour illustrer ce thème qui est donc bien limité dans le temps, les XIVe et XVe siècles, le bas Moyen-Âge essentiellement, et limité aussi dans l'espace, le Languedoc méditerranéen, auquel on peut adjoindre la Catalogne Nord, étant donné qu'on a un certain nombre de points communs entre les deux régions. Pour caractériser la fin du Moyen-Âge, en matière de fortification villageoise, je me limiterai d'abord à une observation plus ou moins empirique pour retenir 2 grands types de nouvelles fortifications qui apparaissent donc au bas Moyen-Âge et qui sont venus modifier l'aspect d'un certain nombre d'agglomérations soumises à des degrés divers, à des épisodes militaires caractéristiques de cette époque. Donc c'est l'époque de la guerre dite de 100 ans, pour reprendre la terminologie traditionnelle, et aussi l'époque d'un certain nombre d'autres conflits de dimension plus locale. On peut donc signaler d'une part de nouvelles enceintes englobantes qui ont servi à protéger des localités non fortifiées ou insuffisamment fortifiées pour mettre à l'abri la totalité ou presque de leurs occupants. Et d'autre part, il faut aussi retenir des enceintes beaucoup plus modestes en superficie, à vocation de refuge, de réduit défensif, dont la fonction était d'abord de servir donc de refuge, d'espace refuge, et qui n'ont souvent constitué qu'une partie, la plus restreinte, de l'espace bâti. C'est probablement cette seconde formule qui a été le plus souvent retenue pour être mise en œuvre, étant donné qu'elle représentait la solution la moins coûteuse si on la compare aux investissements nécessités par les vastes enceintes englobantes qui étaient donc à bâtir ex nihilo. C'est donc uniquement ce type de fortification, les réduits défensifs, que je retiendrai sous le nom de forts villageois, mais aussi de réduits villageois, de forts collectifs ou de réduits collectifs. Tout ça, pour moi, sont des expressions synonymes. Ces quartiers fortifiés sont caractérisés par une certaine rétraction de l'habitat et sont vraiment emblématiques du bas Moyen-Âge. Période caractérisée à la fois par une récession démographique et par des désordres guerriers. Ces fortifications constituent en tout cas la dernière pulsation de l'habitat médiéval groupé et fortifié, en gros entre le XIe et le XVe, XVIe siècle. Dans les textes de la fin du Moyen-Âge, ce type de fortification, mais de façon non exclusive, peut être désigné sous les termes de fortalicium, fortalitium ou encore reductum, mais aussi par leur équivalent occitan ou catalan, fort, fortalezo, forso. D'une façon générale, dans la portion méditerranéenne du Languedoc et dans les régions voisines aussi, on peut d'abord poser le constat suivant. Il est d'abord possible de repérer depuis la fin du XIXe siècle, dans l'historiographie,
mais de façon ponctuelle et dispersée, des réduits collectifs attribués ou attribuables, après révision, à la fin du Moyen-Âge. Mais par ailleurs, on constate la quasi-absence de vision globale qui pourrait déboucher sur de véritables synthèses micro-régionales ou régionales de ce phénomène. Pour le Midi aquitain, c'est-à-dire la région donc à l'ouest du Languedoc méditerranéen, une première publication collective est prévue en 2022 dans la revue Archéologie du Midi médiéval, et cette publication permettra de commencer à combler le déficit de nos connaissances. En effet, jusqu'à la fin des années 2000, la question des fortifications collectives en milieu rural, au bas Moyen-Âge, n'a pas été vraiment perçue comme un objet de recherche en soi. À une exception notable, ce sont les recherches menées dans la région de la Basse-Auvergne, illustrées par les études exemplaires de Gabriel Fournier dès les années 1960. Mais les résultats obtenus par ce chercheur n'ont pas pour autant fait émerger d'autres enquêtes comparables dans d'autres secteurs géographiques, proches ou plus éloignés. On peut s'arrêter ici sur un site particulier, qui est un site à l'état déserté. C'est le site de Saint-Jean-le-Froid. Ceci pour illustrer un certain paradoxe. Saint-Jean-le-Froid se trouve dans le centre du Rouergue, donc c'est une région un peu au nord du Languedoc. Et ce site Saint-Jean-le-Froid figure parmi les toutes premières expériences d'archéologie médiévale menées dans la France méridionale dans les années 1960, 1966 exactement. Et ces fouilles, en réalité, ont concerné un très probable fort villageois, mais les archéologues, à ce moment-là, ont été incapables de l'interpréter comme tel, étant donné qu'à cette époque, la question ne faisait pas encore partie des préoccupations de la recherche. La préoccupation des chercheurs à ce moment-là était centrée sur la thématique des villages désertés, en réalité. Alors on voit ici donc une sorte de levée de terre ici, qui n'est rien d'autre en réalité que l'état ruiné de la muraille du fort villageois. Le reste de la muraille a disparu. Alors, dans les recherches menées actuellement en Occitanie, en général, le fil conducteur de l'enquête repose sur une proposition de définition afin de cerner, ou au mieux, les formes qui ont pu être très diverses, très diversifiées, et cerner aussi la fonction des établissements repérés. On peut retenir 4 critères principaux dont la combinaison, à des degrés variables, peut permettre de repérer une mise en défense de dimension communautaire par temps de crise sécuritaire. Premier critère, c'est la superficie, plutôt modeste, de l'espace fortifié, comparé à la partie du village non fortifié ou au regard d'un habitat dispersé dans le terroir. Second critère, c'est la nature de la fortification dans le paysage bâti préexistant. Implantation radicalement nouvelle ou bien, le plus souvent, transformation, adaptation d'un ouvrage fortifié antérieur. Cet ouvrage fortifié antérieur peut être soit une simple tour seigneuriale, soit un château seigneurial, soit une basse-cour de château, soit encore un enclos ecclésial. Troisième critère, c'est l'époque de la mise en place des forts villageois, de façon spécifique donc au bas Moyen-Âge, à partir en gros du milieu du XIVe siècle et jusqu'au XVe siècle, y compris
après la fin de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire aussi, y compris pendant la période de reconstruction des campagnes après la guerre, de l'après-guerre de Cent Ans. Le quatrième critère, c'est celui de l'utilisation de cet espace au moment de sa mise en place pour un usage temporaire en cas de péril, afin de sécuriser les biens et les personnes. Dans un premier temps au moins, cette fonction a généré en principe une double propriété immobilière pour les occupants à l'échelle du village et parfois du terroir tout entier, et parfois aussi à l'échelle de plusieurs autres terroirs limitrophes. Donc les habitants peuvent détenir à la fois une maison d'habitation habituelle hors du fort et une maison de repli ou maison de secours, une maison de repli ou de secours occasionnelle dans le fort, à l'intérieur du fort. Cette maison intramuros, lorsqu'on dispose de texte, peut être appelée parfois loge ou chambre, locho ou cambro. Il faut cependant insister sur 2 points sous forme de questions pour nuancer un peu plus les choses. Première question, quelle pouvait être l'identité sociale des villageois qui pouvaient bénéficier d'un espace à l'intérieur d'un réduit fortifié? Est-ce que tout le monde pouvait être accueilli dans tous les cas? Ou bien l'accès était-il avant tout réservé à une certaine élite villageoise, paysans et artisans les plus fortunés pour l'essentiel? Donc c'est une question. Autre question, les espaces bâtis à l'intérieur de ces forts étaient-ils toujours dès le départ des édifices destinés à abriter temporairement des habitants, le temps d'une alerte plus ou moins longue, ou bien dans certains cas, des habitations permanentes, intramuros, ont-elles pu être d'emblée planifiées et réalisées? Sans négliger aussi, bien sûr, la possibilité d'occupation mixte au sein d'un même réduit. Maisons de secours où sont d'abord stockés les biens les plus précieux et où les récoltes, qui pouvaient voisiner aussi avec d'authentiques habitations permanentes. L'importance numérique respectivement entre les 2 types de fonctions ayant pu bien sûr fluctuer dans le temps long. Pour être plus complet, il faut tout de suite ajouter à ces critères de définition la question de certaines fortifications d'églises paroissiales ou parfois aussi d'églises abbatiales au XIVe et XVe siècle toujours. En effet, on peut voir dans ces églises fortes, ces églises fortifiées, une version particulièrement typée du phénomène des forts villageois. Elles peuvent donc relever, pour un certain nombre d'entre elles, de la même signification historique. Alors l'exemple qui suit, justement, peut passer pour une représentation entre guillemets idéale, avec beaucoup de guillemets, d'un réduit villageois, d'un fort villageois qui cumule les 2 aspects, c'est-à-dire à la fois une enceinte qui englobe une église, mais une église qui préexistait et qui avait été déjà fortifiée elle-même. Donc on a une église préexistante qui, à un moment donné, se trouve englobée dans une fortification beaucoup plus large. Il s'agit du site de Saint-Jean d'Alcas, dans le Rouergue, dans le sud du Rouergue, mais proche de la région languedocienne. Il s'agit d'un fort villageois dans un état assez exceptionnel de conservation. Il s'agissait d'une dépendance d'une abbaye cistercienne proche. Ce site, évidemment, ne peut pas passer inaperçu grâce à la
régularité de son parcellaire et à la régularité du tracé de son enceinte et aussi à sa conservation matérielle. Il s'agit d'une enceinte rectangulaire qui fait précisément 62 mètres sur 37 mètres, soit une superficie d'environ 2300 mètres carrés. Donc quelque chose d'assez réduit, d'assez confiné. Les forts villageois, en général, pour une majorité d'entre eux, j'ai l'impression, tournent autour de cette superficie, autour de 2000 mètres carrés, avec bien sûr des variations. Ce fort est caractéristique de ces forts villageois qui sont nés vers le milieu du XVe siècle. Ici, la date d'apparition de ce fort, d'après les textes, serait donc en 1439. Alors ici, on voit donc le contexte dans lequel s'est installé le fort villageois, donc qui est ici, cette forme rectangulaire, et on voit donc, on devine comment cette forme rectangulaire est venue s'incruster dans un contexte d'habitat semi-groupé ou semi-dispersé, qui est un habitat caractéristique de cette région. C'est un habitat constitué par des masses, donc des maisons, des exploitations agricoles plus ou moins éloignées les unes des autres. Et le fort villageois, ici, est venu s'implanter à peu près au centre de cette nébuleuse d'habitat à la fois groupé, mais aussi à la fois dispersé. Bon, ici, le détail du parcellaire régulier à l'intérieur du fort et donc les 4 tours qui cantonnent les angles. Alors, enfin, il est évident que ces mises en défense doivent être reliées à l'histoire sociale et à l'histoire des pouvoirs à la fin du Moyen-Âge. Elles traduisent à leur façon la montée en puissance des communautés villageoises, leurs prérogatives et leur capacité, plus ou moins affirmée, à négocier avec les autorités supérieures, seigneuriales ou royales, et donc à imposer un certain rapport de force pour bénéficier notamment de nouveaux espaces fortifiés, mieux adaptés aux nouvelles difficultés, aux nouvelles circonstances. Et ceci aussi bien dans l'intérêt des communautés que des seigneurs eux-mêmes. C'est pourquoi l'initiative de mettre en fortification peut émaner, selon les cas, soit des représentants des communautés, soit des autorités seigneuriales. Et dans tous les cas, on a forcément toujours un compromis entre les deux parties. Pour les forts villageois recensés, on s'aperçoit bien sûr très vite que tous, bien sûr, ne sont pas documentés par des textes qui mentionnent leur création ou leur entretien. Mais lorsque ces textes ont été conservés, ils sont souvent très riches d'enseignements sur les circonstances des créations des forts, sur les circonstances de réfection, d'entretien de ces mêmes fortifications, sur les données matérielles qui concernent les constructions d'enceintes et leurs dimensions aussi, sur les creusements de fossés et leur entretien, sur les espaces intramuros qui sont à lotir. Également aussi sur la détention des clés des portes fortifiées. Cette détention des clés apparaît souvent comme un enjeu symbolique très important pour les représentants des communautés, mais aussi pour les seigneurs. On trouve aussi des données sur les modalités de guet et de garde de ces fortifications, sur la désignation de capitaines qui sont chargés de l'organisation de la défense, etc. Quelques exemples de forts tels qu'ils sont observables aujourd'hui dans le paysage actuel peuvent rendre compte de leur diversité dans leurs aspects monumentaux et dans le tracé des espaces mis en défense. Alors je vais montrer maintenant quelques exemples.
en commençant par la Catalogne Nord, avec des exemples que connaît bien Aymat Katafau et qui pourrait bien sûr commenter mieux que moi. Un premier exemple, celui de Corneilla de la Rivière, dans le Roussillon, avec une enceinte carrée, celle-là, une enceinte quadrangulaire. On retrouve d'ailleurs ici le système des tours d'angle circulaires qui ont été conservées ici et ici. Elles devaient exister par ailleurs dans les autres angles, mais elles ont disparu. Alors ici, bien sûr, c'est un exemple assez courant dans cette région de mise en fortification, ou plutôt exactement de remise en fortification d'un site ecclésial, donc d'un enclos ecclésial lié donc à une CIR. Et ici, la question se pose comme toujours, dans quelle mesure donc cette fortification quadrangulaire du bas Moyen-Âge, dans quelle mesure cette fortification reprend exactement le périmètre de la CIR primitive, ou bien s'agit-il d'une reprise, c'est le plus probable je pense, s'agit-il d'une reprise, d'une réadaptation, d'une réinvention de l'espace sacré autour de l'Église, mais qui continue, ou qui perpétue en tout cas la notion d'espace confiné et d'espace de refuge autour de l'Église. Un autre exemple du même type, c'est l'exemple de Poyestre, toujours donc dans le Roussillon. Alors dans l'exemple précédent à Corneilla, par exemple, on n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas de texte qui permette de dater la création de cette enceinte quadrangulaire. À Poyestre, par contre, on a à peu près le même type de configuration. Et ici, on peut s'appuyer sur un texte de 1381, et précisément date à laquelle le roi d'Aragon autorise le seigneur de Poyestre à faire reconstruire le fortalitium de ce lieu dans lequel la population avait coutume de se réfugier en temps de guerre, car celui-ci avait été totalement détruit, sans qu'on puisse connaître exactement les circonstances de cette destruction. Alors ici, dans les dimensions, pour donner un ordre d'idée, on a donc aussi une enceinte quadrangulaire trapézoïdale de 63 mètres sur 55, et on atteint ici environ les 3400 mètres carrés. Autre exemple, toujours roussillonnais, l'exemple de Passa. Alors ici, c'est un exemple de fort villageois. Oui, là, je voulais revenir en arrière, en fait. Voilà. L'exemple de Passa, qui correspond donc à ce rectangle, qui correspond donc à un fortalitium qui est mentionné au début du XVe siècle, mais qui primitivement ne contient ni château ni église. C'est-à-dire que cette église-là est une église qui a fonctionné comme une pièce rapportée, très certainement après le Moyen-Âge. L'église primitive l'église romane primitive se trouvait tout à fait à l'extérieur de cette nouvelle enceinte. Donc ici, on a un cas assez rare, je crois, en Roussillon, d'une enceinte ex nihilo qui apparaît dans un village ouvert, dans un village préalablement qui n'était pas fortifié, mais face au péril du temps, on décide donc de construire cette enceinte. Un autre exemple, alors, dernier exemple en Roussillon, c'est pour montrer ici l'exemple d'une église forte, d'une église fortifiée à Régleille, dans la commune d'Ille-sur-Tête. Alors c'est simplement ici pour illustrer cette thématique des églises fortes, avec ici un exemple assez spectaculaire. Une église, d'abord une église romane,
primitive, qui, au bas Moyen-Âge, voit à la fois sa nef et son chevet totalement surélevés, et avec ici, au sommet de l'élévation, donc un système de crénelage avec meurtrière, et qui était certainement aussi associé à des ours dont on peut apercevoir les trous, je ne sais pas si on les aperçoit très, très bien. Voilà. Alors, ce système d'église fortifiée est connu en général un peu partout dans le sud de la France, mais il a donné naissance à une certaine tradition de recherche, mais la plupart du temps, on s'est focalisé véritablement sur ces églises sans faire le lien qui aurait dû être fait avec, plus globalement, les mises en fortification de forts villageois proprement dit. On sait donc que les églises fortifiées, en tout cas un certain nombre d'entre elles, ont possédé sous leur toiture ce qu'on appelle donc des combles. Ces combles ont pu être très souvent aménagés et ont pu véritablement fonctionner aussi comme des espaces refuges, de la même façon qu'à l'intérieur de certains forts villageois. Alors, en Languedoc méditerranéen, les recherches ont d'abord porté sur le département de l'Aude, qui est un peu une zone de transition entre Midi méditerranéen et aquitain. Et on s'est aperçu aussi que les départements de l'Hérault et du Gard pouvaient être aussi des zones de recherche pouvant donner quelques résultats. Curieusement, jusqu'à présent, aucun chercheur ne s'est intéressé véritablement à ce thème précis, et il y a là donc tout un champ de recherche assez important qui consisterait donc à combler véritablement un vide historiographique. Alors ici, une première illustration avec la transformation, récupération d'un château seigneurial en fort villageois, avec le village donc de Sainte-Vallière dans la région de Narbonne. Vous voyez donc c'est un village castral à l'origine qui est centré à peu près sur un site seigneurial, sur un château seigneurial. La particularité est qu'au bas Moyen-Âge, ce château a été transformé en fortification collective au profit de la communauté villageoise. Alors la toponymie conserve, comme c'est parfois le cas, le toponyme, le fort, la place du fort. Et sur la face sud de ce fort, on a, au début du XIXe siècle, la mention du clocher du lieu. C'est-à-dire que le clocher, dans ce cas-là, n'est pas constitué, ne se trouve pas sur l'église, comme on pourrait s'y attendre. Pourtant, l'église est ici, toute proche, église d'origine romane d'ailleurs. Mais le clocher se trouve bien sur pratiquement l'un des angles de la fortification communautaire tardive. Et elle fonctionne comme le signe physiquement de la communauté villageoise. Alors voilà ce que ça donne toujours aujourd'hui, une tour en miniature, mais qui n'a qu'un rôle parfaitement symbolique, tout à fait symbolique, avec donc l'inclusion d'une horloge, comme souvent à partir du XVIIIe, XIXe siècle. Autre exemple d'une récupération, transformation d'un château seigneurial, ici sans doute mise à profit de la basse-cour d'un château. C'est le site de Belvezet dans le Gard, en Languedoc oriental, avec ici un texte qui nous dit qu'en 1380, les habitants de Belvezet sont... Recording in progress. Recording stopped. D'accord. OK. Les habitants de Belvezet
sont invités, entre guillemets, par le seigneur du lieu à rejoindre le château pour y construire des maisons ou des casals, pour pouvoir s'y loger avec leur famille, leurs biens et leurs bêtes. Donc là, on a un exemple apparemment bien documenté donc d'une transformation de basse-cour seigneuriale en fortification collective, villageoise. Un autre exemple, pour revenir dans l'Aude, avec un fort villageois qui ici apparaît un peu fondu à l'intérieur de cette grande agglomération, de cette agglomération beaucoup plus importante ici, à Canet-d'Aude. Mais lorsqu'on analyse de près le parcellaire, donc on peut faire ressortir donc ce secteur ici précisément, qui dans la toponymie locale est toujours appelé la vieille ville. Alors ville, c'est la bile en occitan, mais la bile, bien sûr, dans le sens de village, tout simplement. Alors voilà le fort villageois qui ne contient ni château ni église, mais qui voisine immédiatement à la fois l'ancien château seigneurial, transformé à l'époque moderne, et l'église. Mais l'église reste malgré tout extramuros. Et ici, on remarque que l'extension du château moderne a détruit d'ailleurs un des angles du fort villageois. Avec ici donc un exemple de porte qui a subsisté, qui était l'une des entrées à l'intérieur de ce fort. Dans la région de Béziers, qu'on appelle le Biterrois, on se trouve dans une région qui est vraiment dominée presque exclusivement par un réseau de villages nés autour d'un château. Et de façon très rare, on trouve quelques villages d'origine non castrale, qui étaient des villages restés ouverts, non fortifiés, et c'est préférentiellement, bien sûr, dans ce type de village qu'apparaissent à la fin du Moyen-Âge des fortifications du type fort villageois. Alors voilà ici, dans un premier temps, la forme rectangulaire qui s'individualise assez bien au sein de ce petit village ouvert. Et voilà ici le détail. On retrouve quand même là une certaine ressemblance avec l'exemple de Passa, à ceci près que ici, malgré tout, l'église est une église médiévale, malgré tout, qui est incluse dans l'angle du fort et qui a dû fonctionner aussi en partie comme une église fortifiée. Donc on trouve ici, comme à Passa, ici, une espèce d'axe de symétrie, ici, avec de part et d'autre, bien sûr, deux rues parallèles. Et donc les loges, les maisons, appelons-les comme on veut, qui se répartissent de part et d'autre de la rue. Autre élément important au passage, vous voyez ici cet arbre, tout à fait isolé, sur la place publique, et qui est donc tout près de la fortification collective. Et on a ici sans doute la survivance, très probablement, d'un orme villageois, comme on en trouve dans d'autres endroits, étant donné que les ormes communautaires, comme on peut les appeler, du point de vue symbolique, étaient quelque chose de très important, d'aussi important du point de vue symbolique que les tours-portes communautaires, que les enceintes médiévales, que les châteaux. Un autre exemple, avant-dernier exemple, toujours dans l'Hérault, donc plutôt en Languedoc oriental, avec l'exemple de Seiras, avec ici une forme différente. Et bien sûr, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les formes quadrangulaires les plus géométriques, parce qu'on peut aussi trouver ce genre de formes qui constituent aussi des forts villageois. Ici, donc, la toponymie locale appelle ce secteur tout simplement la ville, comme à Canet-d'Aude.
Alors la particularité ici, c'est que le fort villageois se combine avec la présence d'une église fortifiée encore, que l'on voit ici, toujours avec la surélévation du chevet d'origine romane et la transformation de l'édifice en église forte, avec probablement aussi l'aménagement des combles. Vous voyez ici la masse de l'église qui domine nettement les maisons villageoises. Dernier exemple, dans la même région, à Pouzols, avec ici aussi un fort villageois rectangulaire, toujours cantonné de tours circulaires, avec intégration de l'église d'origine romane sur l'une des faces fortifiées, sur un des côtés fortifiés du fort. Alors dans ce cas-là, comme ça peut arriver souvent, le fort a dû s'implanter, toujours pareil, à l'intérieur d'un village ouvert, non fortifié au départ, et il a dû s'implanter de part et d'autre, à cheval, sur cet axe de circulation, sur ce chemin ou cette rue. Ce qui a généré, bien sûr, l'existence de deux portes diamétralement opposées. Une ici qui a disparu et l'autre qui se trouvait ici et qui correspond donc à cette élévation. Voilà donc pour les exemples, quelques exemples bien sûr tout à fait non exhaustifs que je voulais présenter. Et je vais donc laisser maintenant la place à Frédéric Loppe avec des exemples beaucoup plus documentés qui concernent donc 2 ou 3 villages du Gard rhodanien. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Oui, oui, donc tu peux commencer, Frédéric. Oui, je commence. Oui. De quoi ? Bonjour à tous. Donc, au sein de cette recherche globale donc menée en collaboration avec Dominique Baudreux, Rodrigue Tréton, on s'est intéressé plus particulièrement à 3 villages du Gard, donc, qui sont proches géographiquement et que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, j'articulerai ma présentation sur une localisation rapide donc des sites en question, en vous présentant ensuite chaque site indépendamment, à savoir Conneau, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Pons-la-Calme, en essayant donc de terminer par un essai de datation et de synthèse. Alors, le secteur d'études donc attribué s'étend sur 4 départements, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard, avec ici en jaune donc le secteur qui a été retenu où se trouvent les 3 villages. Le village le plus à l'ouest est Saint-Laurent-de-la-Vernède. Il est distant d'environ 5 à 6 km de celui de Saint-Pons-la-Calme, qui lui-même est distant d'à peu près 2 km de Caudeau. Donc ce sont 3 villages qui sont très proches les uns des autres. En bleu, ici, les 2 villages de la Bastide, d'Angras et de Tresques, donc qui sont des villages d'où proviennent, d'après les sources documentaires des XIVe et XVe siècles, des maçons qui vont travailler à la fortification du village de Saint-Pons-la-Calme, donc une origine très locale, donc des entrepreneurs qui vont édifier les travaux. Alors, de quel type de village parle-t-on ? Aujourd'hui, ce sont des villages d'une taille relativement modeste, puisque Conneau, ici, ne compte que 1600 habitants, Saint-Pons-la-Calme, 430 habitants, et Saint-Laurent-de-la-Vernède, à peu près 709 habitants. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, ces villages ne devaient avoir que quelques dizaines d'habitants, tout au plus 100 ou 200. Donc, ce sont des villages d'une taille relativement modeste. Ils sont installés donc sur un faciès géologique qui est relativement proche, composé donc de molasse, c'est-à-dire de calcaire grossier et de grès, qui vont essentiellement se retrouver donc dans les faciès de construction qu'on voit sur ces sites.
Alors, le site de Cono, donc, qui est le plus à l'est des sites présentés, se présente sous la forme d'un village originellement ouvert. Donc, vous voyez ici à peu près l'emprise actuelle, avec ici au centre donc le secteur de la fortification que vous avez ici au-dessous. Il est composé donc d'une église qui a été fortifiée par la suite, qui se trouve ici, et éventuellement donc à un stade de réflexion et d'hypothèse peut-être d'un premier fort qui l'entourait. Les indices pour l'instant ne sont pas suffisamment probants pour l'affirmer, mais à travers l'exemple de Saint-Pons-la-Calme qu'on verra tout à l'heure, qui est illustré par des textes, on peut éventuellement se poser la question. Par la suite, donc, une fortification de plus grande ampleur, environ 5000 mètres carrés, a entouré donc cet ensemble sur à peu près 70 à 75 mètres de côté, et elle est cantonnée de tours circulaires à chaque angle. Alors voilà ce que ça donne sur l'emprise d'un plan napoléonien. Vous reconnaissez donc l'église ici au numéro 1. Vous reconnaissez ici donc le tracé de la fortification avec une tour-porte ici côté sud. Et en pointillé bleu, une hypothèse d'emprise d'un fossé comblé qui demandera éventuellement à être confirmée, notamment par l'étude des combois, donc les registres fiscaux de l'Ancien Régime, pour voir si éventuellement on a une trace, une mention de fossé dans ce document. Alors voilà un aperçu donc de l'église de Saint-Laurent-de-la-Vernède, donc qui est d'origine romane, qui a été édifiée au XIe siècle, qui a été profondément transformée, puisqu'on voit ici de nombreux types d'appareils différents qui ont fait évoluer l'église jusqu'à nos jours. Et cette église a été fortifiée, donc, on voit ici le bras de transept sud, par surélévation, comme c'est très souvent le cas des églises d'époque romane fortifiées à cette époque-là, puisqu'on peut distinguer ici donc le double versant de l'ancienne toiture, donc de la partie romane, avec le percement ultérieur donc d'une baie en arc brisé dans cette maçonnerie, et ici la surélévation avec un jour en archère pour éclairer donc les parties qui devaient éventuellement être couronnées d'un crénelage. Probablement que cette surélévation a pu être faite dans la seconde moitié du XIVe siècle, c'est-à-dire un moment où on décide de surélever très rapidement les églises, qui sont le principal point à fortifier du village, puisqu'elles sont bâties en matériaux relativement résistants. Alors ici, donc, partie nord du tracé de l'enceinte, on a un élément intéressant, c'est-à-dire des perturbations dans l'appareil, puisque les assises ne se suivent pas entre les secteurs. Et on peut se poser la question si ce pan de mur n'a pas été refait et repris donc par la grande fortification rectangulaire, et si ce mur ne pourrait pas éventuellement être celui d'une fortification préexistante autour de l'église. C'est une hypothèse. Donc voici la tour-porte actuelle du fort, côté sud, qui a été largement remaniée à l'époque moderne, notamment au XVIIIe siècle, et qui fait toujours office de clocher et de tour d'horloge. Et ici, donc, une des façades ouest du fort, dans lesquelles on voit donc une tour circulaire et des ouvertures contemporaines, puisque ce bâtiment est en cours de réhabilitation pour être transformé en maison d'habitation. Voici des exemples de tours d'angle, donc des tours circulaires d'environ 5 mètres de diamètre et qui font encore 12 à 15 mètres de hauteur. Voici un deuxième exemple. Un détail donc d'une des archères, donc des tours qui sont relativement rustiques, et vous voyez donc les différents types de matériaux, donc de calcaire gréseux qui sont employés dans la fortification et qui, par leur dureté et leur caractère détritique, ne permettent que de faire des appareils d'un aspect relativement médiocre. Les joints ici ont été refaits récemment lors de la réhabilitation donc, de l'enceinte par la mairie, mais il est probable qu'à l'origine, il devait être également lié au mortier de chaux. Donc, voici le détail le plus intéressant de la fortification de Cono. Des pans d'appareils en opus picatum qui sont relativement rares pour l'époque considérée, ici le bas Moyen-Âge, puisqu'on rencontre généralement
ce type d'appareil entre le 6e et le 12e siècle, la plupart du temps dans la région Languedoc. Donc c'est un des éléments qui montre qu'on a une variété de mise en œuvre importante, puisqu'on ne retrouvera pas ce type d'appareil sur les 2 autres sites étudiés. Saint-Laurent-de-la-Vernède présente à peu près la même disposition que Conneau, c'est-à-dire un secteur fortifié ici dans un habitat qui autrefois a été ouvert, avec des dimensions 2 fois moindres, à peu près 45 mètres de côté. Une église ici qui a été transformée au 19e siècle, et donc des tours circulaires qui encadrent une porte ici sur le front sud. Alors voilà donc un extrait du cadastre napoléonien. En vert sont représentées donc des maisons qui comportent encore des caractères de construction anciens, donc datant des 15e et 16e siècles. C'est un ensemble architectural extrêmement bien conservé qui a été classé monument historique en 2003 et donc qui n'a pratiquement pas varié depuis sa création. Dans la partie nord, l'église qui a été intégrée à la fortification, mais qui a été auparavant fortifiée. Et donc ici, la tour-porte dont l'accès s'ouvrait latéralement, perpendiculairement à la courtine, ce qui est une disposition relativement rare. Avec dans l'angle nord-ouest, une échauguette donc de défense à la place d'une tour. Voici quelques vues donc, du site de Saint-Laurent avec la façade sud, la tour-porte ici. Donc on voit la porte qui s'ouvre perpendiculairement à l'enceinte, des brèches qui ont été créées à l'époque contemporaine pour faciliter le passage des habitants, et donc une tour d'angle qui fait à peu près 5 mètres de diamètre. Ici, le détail de la tour-porte permet de s'apercevoir qu'elle comporte un assommoir donc, de défense qui précédait une herse certainement en fer en raison de la faible épaisseur du passage, et la porte était bien entendu fermée par 2 vantaux. La vue intérieure de cette porte montre donc 2 ouvertures de tir, ici en partie haute, et une des archères donc, de la courtine montre un évasement circulaire à la base qui a certainement été retaillé après coup, et qui est certainement donc réalisé afin d'adapter donc l'artillerie à poudre qui commence à prendre un essor assez important dans la première moitié du XVe siècle. En partie haute des tours, on a d'autres systèmes donc, de tir pour armes à feu qui ont été donc aménagés entre 2 pierres superposées et qui sont de forme ovoïde et qui pouvaient éventuellement servir donc pour des bâtons de feu ou des premières coulevrines qui commencent à apparaître dans les années 1430 et qui jetaient donc des billes de plomb dévastatrices sur l'infanterie. Sur le front oriental, donc sur le front est, on a les vestiges d'un escalier ici qui descendait et qui est interrompu ici par ce mur qui bouche une ancienne rue médiévale que j'ai retrouvée donc dans la documentation au milieu du XVe siècle, puisque vous voyez ici l'angle de l'ancienne maison ici du XVe siècle, qui a été ultérieurement bouché, certainement à l'époque moderne, et qui a condamné donc l'ancienne rue et l'accès au chemin de ronde depuis la rue. En bas, vous avez donc les chauguettes de l'angle nord-ouest, donc qui défendaient à la fois les approches de l'église qui se situe sur le front nord et ainsi que le front ouest. Voici une vue de l'église qui a été surélevée et fortifiée en 2 phases. On voit une première phase ici avec un bel appareil de pierre de taille qui comporte une archère droite qui défendait donc le front nord, et ensuite un appareil plus médiocre donc, qui a généré une seconde surélévation qui devait probablement être crénelée et peut-être dotée d'un mur. Alors ce qui est intéressant pour ce site, c'est qu'on possède donc des actes d'assignation de loges, c'est-à-dire d'emplacement à l'intérieur du fort, qui datent de 1446, qui ont été passés devant le notaire, et qui nous apprennent donc que les habitants de Saint-Laurent ont donné à prix fait, à Fatcheriam, donc à certains maçons, la construction donc d'une nouvelle fortification, d'un Menia Nova dans le texte, en 1445, c'est-à-dire l'année précédente.
Le fort était déjà en construction donc en 1446 et ces logements sont destinés bien sûr à protéger les biens et les habitants pendant les guerres actuelles et futures, hein, puisque le texte le précise, de manière à ce qu'ils soient à l'abri. Alors, comme le soulignait Dominique tout à l'heure, on se posera la question de savoir pour qui était ce fort. Était-il pour l'ensemble des habitants ou pour les habitants les plus fortunés qui avaient les moyens de contribuer ici financièrement à la construction? On va donc distribuer à ces gens-là des alloggia sive peda, c'est-à-dire des emplacements, et deux arbitres, donc, Arnaud Pascal, qui est désigné comme tailleur, Sartor, ce qui est pour moi la première fois que je vois cette profession agir en tant qu'arbitre pour un fort. Généralement, on utilise des bacheliers en loi ou des gens qui sont spécialisés sur les aspects juridiques, mais très rarement des gens qui ont une profession manuelle. Et bien sûr, donc, Jacques Simon, donc, qui était maçon au village de Valabrix, qui est un village très proche de Saint-Laurent, qui lui, bien sûr, s'explique par sa compétence technique. Il convoque donc les habitants sur la place du Four, au centre du fort, pour répartir donc ces loges. Alors voici donc un plan schématique du village de Saint-Laurent. En vert, donc, j'ai indiqué les noms des personnes qui apparaissent dans le document de 1446 et en rouge, les noms des personnes qui apparaissent dans un compois de 1520 qui a été étudié par M. Polder et qui permet de connaître la répartition justement des habitants à l'intérieur de ce fort. Vous reconnaissez ici l'église, hein, devant laquelle se trouvait le cimetière. À droite, donc la rue qui revient ici en retour de l'escalier que je vous ai montré en photo, qui a depuis été bouché par le mur que vous avez vu. Et puis donc le chemin qui va du portail à l'église, qui est l'axe principal sud-nord. On constate en fait qu'entre 1446 et 1520, la plupart des personnes qui possédaient déjà des loges n'ont pas varié, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes noms de famille à 90%, à l'exception de Firmin Manon, ici, qui n'a plus donc de successeur qui porte son nom de famille en 1520. Mais il y a quand même une stabilité assez importante, justement, des détenteurs de ces loges. Il y a également mention en 1446, en tant que confront, d'une carriero, c'est-à-dire d'une rue, ici, entre Michel Vayret et la famille Pujolas. Cette rue, apparemment, a disparu en 1520, puisqu'elle n'a plus l'air d'être mentionnée dans le compois. Donc, on a une modification légère du parcellaire sur quelques dizaines d'années. Si on imagine que chaque cap d'hostal pouvait représenter à peu près 5 personnes, en 1520, on aurait pu avoir, on va dire, environ un fort pour 70 personnes, puisqu'on a 14 titulaires de loges. Maintenant, c'est une hypothèse qui est à prendre, bien sûr, avec prudence. Mais compte tenu de la superficie du fort, c'est quand même un nombre de personnes relativement faible. Les 7 titulaires de 1446 ne sont bien sûr qu'un allotissement partiel. Il est très probable qu'il y avait plus de titulaires, mais l'acte notarié ne répertorie qu'une partie de ces personnes. On a 6 patronymes distincts sur 7 titulaires, alors qu'en 1520, on a 9 patronymes, c'est-à-dire 9 noms de familles différents sur 14 titulaires. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus les mêmes personnes se voient attribuer de nouveaux emplacements. Alors, est-ce qu'il y a des opérations foncières qui sont réalisées, c'est-à-dire pour essayer de regrouper les parcelles? La question mérite d'être posée. On a ce même phénomène sur le site de Castelginest dans la région toulousaine, où en 1580, sur les 70 emplacements du fort, on a seulement 34 propriétaires qui se partagent ces biens. Alors voici une vue donc de la maison d'Aymar et Noël de Quisson, donc qui est mentionnée en 1446 et qui présente encore aujourd'hui donc des caractères comme ici un linteau en accolade qui sont attribuables à la seconde moitié du XVe siècle. Et donc il est très probable que nous ayons ici les vestiges de la maison qui doit être construite selon le texte de 1446.
Voici quelques détails. Comme l'a souligné Dominique tout à l'heure, on se posera la question ici de savoir si, compte tenu de ces caractères architecturaux qui sont relativement soignés et qui devaient représenter un certain coût de construction, on est en présence ici d'habitations temporaires ou d'habitations permanentes utilisées uniquement en cas de siège. Cette maison a une emprise d'à peu près 40 mètres carrés au sol, le double en comptant l'étage, ce qui est relativement confortable, on va dire, pour un habitat qui doit être occupé temporairement. Dans la région toulousaine, par exemple, pour la même période, on a des loges ou des habitations dont l'emprise au sol n'est que de 10 ou 12 mètres carrés seulement. Ça vous donne un ordre de grandeur. Le village de Saint-Pons-la-Calme présente toujours donc cet aspect de village ouvert et donc ici un fort qui malheureusement a été en grande partie détruit, dont il ne reste plus aujourd'hui ici qu'un morceau de courtine au sud-ouest et une tour d'angle avec un retour ici de muraille. L'église a été profondément transformée au XIXe siècle, mais elle est d'origine romane. Voici donc l'emprise sur le cadastre napoléonien, avec en pointillé donc l'essai de restitution du tracé du fort dans son amplitude maximale. En rouge ici, un mur que nous devrons aller inspecter plus avant sur le terrain, qui pourrait présenter un caractère fortifié puisqu'il est percé d'une archère. Et en bleu ici, l'emprise probable donc d'un fossé qui aurait pu défendre le site sur 3 côtés, alors que le côté oriental est un peu plus prononcé et aurait pu éventuellement éviter d'avoir à creuser un fossé. Donc voici l'ouverture qui est dans le mur en rouge que je vous ai présenté sur le plan précédent, qui nécessitera donc un examen de terrain plus approfondi afin de savoir s'il s'agit d'un simple jour qui éclairait un bâtiment ou éventuellement d'une ancienne enceinte, puisque les documents, vous allez le voir, montrent qu'il existait un fort préalable à l'actuel. Voici donc le plus ancien plan de 1777 que nous possédons donc du secteur fortifié, dans lequel on reconnaît ici donc l'église romane qui est orientée, le mur qui nous intrigue, qui devait se situer à peu près à ce niveau-là, et puis donc des tours, donc seule celle-ci existe aujourd'hui, les autres ont été détruites, ainsi que 2 accès, un accès en chicane ici, et un accès de petite poterne du côté est. Le visage de Saint-Pons-la-Calme a comme caractère exceptionnel de présenter 4 chartes de construction du fort, une qui date probablement de la fin du XIVe siècle, mais qui n'est pas datée, une autre du 8 septembre 1406, qui est confirmée donc dans un acte du sénéchal de 1410, ainsi qu'une charte de construction d'un nouveau fortalicium qui, elle non plus, n'est malheureusement pas datée. D'après le type de graphie, doit dater donc de la première moitié ou du milieu du XVe siècle. Chaque document apporte des informations totalement inédites donc, sur la construction de ces fortifications. Par exemple, l'acte du XIVe siècle nous montre qu'on va chercher donc un certain Jean Guillol, qui est maçon, et qui va se charger donc d'entreprendre la construction d'un nouveau fort proche de l'église, puisque on nous précise que le nouveau fort devra être Iuxtam Ecclésiae, et du côté nord, à l'endroit justement où on a une croix. Il devra construire une tour ronde de 13 mètres de haut et avec des murs de 1 mètre d'épaisseur. Donc, on sait également donc, que le tracé devra s'étendre côté est, vers le four, qu'on a mention donc d'une maison avec une voûte, que la porte devra posséder une herse et que les habitants seront chargés d'amener aux maçons de grandes pierres pour construire cette porte. On sait également
qu'on a une mention de fortalicium antiquum, c'est-à-dire d'une fortification préexistante que pour l'instant, on a un peu de mal à localiser. Donc, on sait également que les murs auront 1 mètre d'épaisseur, 1,90 m donc au niveau de la fondation, et ensuite à peu près 0,90 m au niveau de l'élévation. On mentionne une coursière, et on sait que dans ce document, on précise que les murs seront liés avec de la chaux et du sable. On prévoit également la construction d'escaliers, de cadafaut, c'est-à-dire donc de hours spécifiques d'une largeur bien précise, 3,80 m ou 2,60 m sur chaque côté du fort, et que les habitants devront porter l'eau pour gâcher le mortier, ad opus pastandi morterium, l'eau qui devait être donc déposée dans une cuve, tine, pour justement pouvoir la stocker. Et le maçon pourra également récupérer des bois pour faire les échafaudages stagieros necessarios. Il devra terminer la fortification dans un délai de 4 ans. Ce fort n'a probablement jamais été édifié et est resté à l'état de projet, puisque en 1406, on reprend l'idée de construire un fort sur Saint-Pons-la-Calme. Alors voici donc les éléments en élévation aujourd'hui, qui datent probablement du milieu ou de la première moitié du XVe siècle, avec un fragment de courtine, et ici donc des consoles qui supportaient un parapet dont la partie ici a été refaite au ciment, mais dont les éléments ici à gauche sont d'origine. On sait également dans un texte du XVe siècle qu'on demande pour la construction du fort d'aller chercher de la terre dans un quartier qui s'appelle la Lec, qui est situé à peu près à entre 500 et 800 mètres au nord du fort qui se trouve ici. Et le vestige subsistant de mur montre en effet que ce mur est lié à la terre et non à la chaux, avec une proportion de mortier de chaux qui est pratiquement infime. La tour, qui est liée à cette courtine, possède une proportion de chaux supérieure à celle de la courtine, mais est également liée à la terre. Alors pour conclure, on va dire que les documents qui sont en notre possession ainsi que les éléments visibles orientent les datations de ces forts vers la première moitié ou le milieu du XVe siècle, et notamment à Saint-Laurent, qui pourrait être le site le plus récent. On voit que la fortification s'adapte par la construction de bouches à feu pour contrer la nouvelle arme, l'artillerie à poudre, qui fait des dégâts très importants sur les maçonneries. On voit également que ces forts, dans leur phase actuelle, ont connu des phases de fortification précédentes, avec certainement donc, à Conneau et Saint-Laurent, la fortification donc, de l'église dans un premier temps, peut-être d'un premier fort, puisqu'à Saint-Pons, on mentionne un fortalicium antiquum. Et par la suite, donc, la création... Oups, je me suis un petit peu perdu. Excusez-moi. Je vais y revenir. La création du fort actuel, tel qu'on peut le voir de nouveau, qui est l'ultime phase de fortification donc, du site. Alors, il ne faut pas croire que les tracés réguliers que l'on voit aujourd'hui impliquent que ces fortifications ont été édifiées sur des sites vierges, c'est-à-dire sans construction préalable. La présence d'une église d'époque romane indique au contraire qu'on devait très certainement avoir un habitat qui a été détruit et complètement remodelé pour la création de ce fort. La plupart du temps, on voit que les espaces protégés sont relativement grands, c'est-à-dire entre 2005 et 5300 m². Dans l'Aude, avec Dominique Baudreux, on a pu étudier des superficies de forts beaucoup plus petites, entre 800 et 1500 m², mais on peut avoir également, dans le Toulousain notamment, des sites qui regroupent plusieurs milliers de mètres carrés,
comme à Fronton ou Castelginest, entre 5 et 6 000 m². Et effectivement, on peut se poser la question de savoir si ces superficies différentes impliquent justement une fonction différente. Est-on passé d'un habitat temporaire à un habitat permanent dans certains cas? On voit également que même si les sites sont très proches géographiquement, on a opté pour des techniques de construction légèrement différentes, du mortier de chaux ou du mortier de terre, un appareil normal, on va dire classique, sur Saint-Pons et Saint-Laurent, ou un appareil en opus picatum sur Conneau. Comme le soulignait Dominique tout à l'heure, on a très souvent dans les compois la mention d'une maison au fort et d'une maison hors le fort, qui sont des signes justement d'occupation temporaire de ces forts. Si les compois que nous devons encore étudier pour ces sites ne mentionnent pas ce phénomène de double possession, on pourra éventuellement se poser la question de savoir si les habitations qui étaient dans ces constructions étaient donc des habitations temporaires et éventuellement s'ils ne pouvaient pas être des habitations pérennes. Enfin, ce type de site montre justement que l'habitat médiéval se transforme durant le bas Moyen-Âge pour adapter donc les logements à la défense et aux troubles qui s'étendent à cette époque-là. Et ils seront pour la plupart réutilisés pendant les guerres de religion à la fin du XVIe siècle, même si, selon les sites, ils ont connu des destins différents, puisque le site de Saint-Laurent est extrêmement homogène. Apparemment, l'enceinte n'a pas souffert des troubles des guerres de religion et elle est restée telle que bâtie au milieu du XVe siècle, alors qu'à Saint-Pons, on sait d'après un texte que le village a été entièrement brûlé en 1587. Je vous remercie pour votre attention.